Bon, chers amis, bonjour. J'espère que vous m'entendez bien tous et j'ai eu le feu vert de nos autorités pour commencer. Donc, notre atelier de l'individu et la régulation internationale va commencer incessamment et je voulais vous dire merci de vous être inscrits et vous féliciter, mais vous dire que vous avez bien fait parce que c'est un sujet qui est totalement passionnant et que je vais avoir le plaisir de vous présenter avec l'intervention conjointe parce que nous sommes à l'ACE et que tout est transversal et prospectif, à la fois de membres de la commission droit social, mais aussi de membres de la commission droit pénal, parce que notre sujet de l'individu dans la régulation internationale implique de connaître à la fois le droit européen, le droit international, le droit social, le droit de la protection sociale, le droit pénal, le droit des assurances. Enfin, vous l'avez compris, c'est un sujet extrêmement riche. Alors, j'aurai l'honneur, en tant que président de la section internationale, et le plaisir de vous introduire le sujet. Et je serai assistée par Laure Deron, qui traitera une partie de tout ce qui concerne la protection consulaire, la protection diplomatique. Et elle a un avantage sur nous, c'est qu'elle a vécu en Chine pendant de très nombreuses années. Ça marche. Et avant d'être avocat, elle a été directeur juridique d'un très grand groupe spécialisé dans l'environnement. Elle a travaillé en Chine. Et donc, tous les problèmes d'expatriation, de droits de l'homme et tutti quanti, elle l'a vécu en tant que cadre expatrié et en tant que mère de famille. Elle vous en parlera. J'aurai aussi le plaisir d'être assistée par Guy Martinet, que tout le monde connaît à la CE, qui est notre grand spécialiste du droit social et du droit social international et qui vous a présenté énormément de slides. Vous aurez la communication d'ailleurs après notre atelier. Et puis, j'aurai aussi le plaisir d'être assistée par William Julier, qui est co-président de la commission droit pénal pour l'aspect pénal de cet individu dans la régulation internationale. Sachant que pour le moment, les gens ne voient que celle qui parle ou mon cher William, je t'entends et je pense que tout le monde t'entend. Formidable. C'est formidable. Pardon d'avoir perturbé, mais j'étais avec la hotline et on vient d'y arriver, c'est le miracle. Bon, alors c'est formidable si on vous voit. Merci beaucoup, monsieur. Je vais vous dire pourquoi on a choisi ce sujet. On a choisi ce sujet parce qu'à la section internationale, on s'est préoccupé depuis de nombreux mois de l'application extraterritoriale du droit américain, qui est une application extrêmement intensive, au préjudice parfois de certains de nos clients entreprises. Et on s'est rendu compte que ce sujet préoccupait à la fois les entreprises, les politiques, nos gouvernants, et qu'il était extrêmement peu traité quand il s'agissait de regarder quels étaient les droits et les obligations de ceux qui font marcher l'entreprise, c'est-à-dire des êtres humains, que ce soit des hommes ou des femmes. C'est eux la richesse de l'entreprise. Et dans la régulation internationale, on se rend compte qu'ils sont mal informés et qu'ils sont parfois très mal protégés, voire même en danger. Donc, ce constat nous a amené à participer à beaucoup de conférences qui intervenaient. Et j'ai eu à titre personnel la chance de participer à une conférence qui avait été organisée par la commission commerce international de l'ordre, qui est présidée par notre confrère et ami Hervé Guyader, et qui avait invité comme invité d'honneur un de nos confrères qui est député, dont vous avez tous entendu parler, qui s'appelle Raphaël Goffin, et qui a fait un formidable rapport qui a été déposé le 28 juin 2019. Et ce rapport s'intitulait « Rétablir la souveraineté de la France et de l'Europe, protéger nos entreprises des lois et des mesures à portée extraterritoriale ». Et ce rapport est très intéressant, je vous invite à le lire, mais il y a une partie qui n'est pas dans ce rapport, on en parle très peu, eh bien c'est l'individu, le salarié. Qu'est-ce qui devient quand justement une entreprise est poursuivie dans le cadre de l'application extraterritoriale de la loi américaine. Et je me suis donc intéressée à ce sujet. Nous en avons parlé avec d'éminents membres de la section internationale et ça a été le point de départ, dirais-je, de notre réflexion pour vous proposer ce thème de notre atelier. Alors, la deuxième observation générale, c'est que nos dirigeants veulent faire la promotion de la France et qu'elle retrouve son rang au niveau international. Et pour ce faire, notre ancien Premier ministre, Édouard Philippe, avait commandé, il y a quelques mois déjà, un rapport à une parlementaire Madame Anne Gennetet,
Merci William d'éviter de faire du bruit de bricolage pendant que je parle. Merci. Et donc, Anne Genotté a fait un rapport qui est un pavé que j'ai lu avec application avant de prendre la parole dans cet atelier, qui fait près de 300 pages avec de multiples annexes. Et ce rapport porte sur quoi? La mobilité internationale. Donc, très intéressant ce rapport, mais comme Laure vous le dira tout à l'heure, il y a des trous dans la raquette. Pourquoi il y a des trous dans la raquette? Parce qu'on parle de la mobilité internationale d'un point de vue français, mais on oublie dans ce rapport, trop à notre sens, que la France, eh bien, c'est un des États de l'Union européenne et que quand on est à l'étranger, on a effectivement notre passeport français, mais on a aussi la citoyenneté européenne, et je vous en parlerai. Et ce rapport montre là encore que l'individu, à titre personnel, eh bien, n'est pas encore envisagé dans la globalité de ses statuts. Et puis, troisième constat, dans ce rapport, Madame Anne Genotté nous dit que désormais, la mobilité internationale, c'est une lame de fond. Alors, le propos est très osé aujourd'hui parce qu'en matière de mobilité, on a été confinés. Là, on pourra même bientôt plus aller se voir d'un cabinet à l'autre après 21 heures. Et donc, il faut attendre des jours meilleurs, mais la force est en nous à la CE. Et donc, le thème de la mobilité internationale demeure quand même extrêmement important. Et c'est donc toutes ces déclinaisons et tous ces problèmes qui sont posés par la mobilité internationale sur lesquels on va essayer aujourd'hui de vous intéresser. Donc, le pourquoi, vous le savez, et si vous êtes inscrit, c'est que vous avez des clients en tant qu'avocat à la CE qui sont des entreprises qui travaillent à l'international ou qui vont travailler à l'international. Et il faut absolument que vous ayez conscience de tous les problèmes que cela pose. Maintenant que vous savez pourquoi, je vais vous dire comment, parce que la tâche est rude. Et finalement, comment on va faire? Eh bien, on va avoir l'aide de Gaston. Alors, qui est Gaston? Gaston, c'est un être imaginaire fictif que nous avons inventé, qui est fortement inspiré d'une bande dessinée belge que nos parents ont tous lu à l'époque, je crois que c'était dans les années 50, qui était Gaston Lagaffe, mais nous, on l'appelle Gaston. Et Gaston, c'est un être fictif qui va être le fil conducteur de notre réflexion. Pourquoi? Alors, je vous donne tous les éléments pour que vous puissiez bien suivre ensuite les explications très techniques et pertinentes qui vous seront données par Guy sur le statut de Gaston et ses problématiques de droit social, de protection sociale et ensuite de droit pénal. Gaston, il est de nationalité française. Bien, il a fait ses études en France, il est ingénieur, c'est un brillant sujet. Il a épousé une jeune femme charmante qui s'appelle Jeanne, qui est de nationalité brésilienne. Bon, il s'est fait séduire par l'exotisme. Il a 2 enfants. Il a un enfant qui va passer le bac l'année prochaine. Il en a un autre qui a une santé fragile. Il est cadre dans un groupe très important, franco-allemand, qui a des filiales dans le monde entier, et notamment dans un pays imaginaire que nous avons inventé, qui est le Mondestan, bon, qui est un pays où on ne sait pas trop ce que c'est que les droits de l'homme, où toutes les transactions sont faites en dollars, ce qui n'est pas inintéressant pour l'application extraterritoriale du droit, nous y reviendrons, et où la France n'a pas d'ambassade. Il y a une délégation de l'Union européenne qui existe, mais c'est tout. Et puis Gaston, quand on lui propose d'être expatrié, ben, il est tout à fait ravi. On va lui proposer au fil du temps de finalement accepter que son contrat de travail soit soumis au droit local. Ça sera plus simple. Gaston n'y voit que du feu, pourquoi pas. Et Gaston, qui est notre fil conducteur, a quand même un élément très positif dans sa carrière, c'est qu'il a un avocat qui est à l'ACE. Et donc, grâce à cet avocat qui est inscrit à l'ACE, il va pouvoir au moins connaître les règles du jeu, se poser les bonnes questions et peut-être s'en sortir. Alors, c'est de cette façon-là, avec Gaston comme fil conducteur, qu'on va essayer de vous emmener dans la régulation internationale et l'individu dans cette régulation internationale, sachant que notre objectif, c'est les 3 A. Alors, j'avais entendu ça dans un séminaire, je ne sais plus lequel, parce qu'on en suit beaucoup, mais les 3 A, c'était alerter. On alerte aujourd'hui nos confrères sur ce sujet, anticiper, agir. Et puis, comme je parlais de ça avec Guy tout à l'heure, il m'a dit, et tu rajoutes un 4e A, ACE, évidemment, c'est trop facile, mais on va quand même le faire. Avant-garde, convivialité, excellence.
Donc, voilà l'introduction à notre atelier. Je vais vous parler très rapidement de ce qu'est la citoyenneté européenne, puisque vous savez qu'on a envisagé Gaston d'abord comme résident et voyageur, ensuite comme salarié, cadre avec un certain nombre de difficultés, et puis ensuite comme salarié d'une entreprise dans laquelle il y a une enquête pénale. Alors, Gaston, pour le moment, tout va bien. Il est résident et voyageur. Et qu'est-ce qui se passe pour Gaston, qui est de nationalité française? Gaston a la grande chance, par application d'un article du traité sur l'Union européenne, automatiquement, parce qu'il est membre de l'État français, qui est même membre de l'Union européenne, et grâce à l'article 9 du traité de l'Union européenne, automatiquement, Gaston a la citoyenneté européenne. Et c'est un plus, c'est une grande chance sur laquelle il faut que nous insistions parce que beaucoup de ceux qui ne sont pas informés ne se rendent pas compte à quel point c'est important d'avoir la citoyenneté européenne. Et je vais vous décliner tous les avantages de cette citoyenneté européenne. Avant, je voulais vous faire une petite remarque historique qui est intéressante. Je me suis fondée sur un ouvrage qui vient de sortir, qui est une thèse qui a été publiée par un étudiant et qui s'appelle L'individu, sujet de droit européen. Et c'est très important de faire cette remarque parce que dans le droit européen, au moment des pères fondateurs, ce qui était important, c'était pas tellement les individus, c'était les États membres. Et donc, c'est progressivement, grâce à l'apport extrêmement précieux des juges et notamment de la jurisprudence de la Cour de justice, que l'individu est devenu un sujet de droit européen. On n'est pas aujourd'hui dans un vendredi européen de la CE, mais quand même, il y a un arrêt fondateur qui a été rendu par la Cour de justice en février 1963, qui est un arrêt très connu pour ceux qui connaissent un peu le droit européen, qui est l'affaire Van Gendenlos, qui a reconnu que le droit européen est fait aussi pour l'individu. C'est le droit des sujets personnels des États et pas uniquement le droit des États. C'est très important parce que aujourd'hui, le droit européen a fait l'objet d'une subjectivisation, selon la formule des intellectuels en droit européen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de plus en plus les juges prennent en considération non pas l'intérêt des États, mais l'intérêt des citoyens européens. Quand vous êtes citoyen européen, vous êtes un sujet de droit et grâce à ça, vous allez pouvoir décliner toute une série de droits quand vous êtes au sein de l'Union européenne. Gaston, pour le moment, il est résident et voyageur, il part en vacances en Italie, il va faire du ski en Autriche. Quels sont ses droits, ses garanties? Qu'est-ce que c'est que la citoyenneté européenne? Alors, la citoyenneté européenne, c'est d'abord la possibilité de bénéficier de toute une série de droits civiques, évidemment la liberté de séjour et de circulation dans tous les États membres de l'Union, c'est d'être électeur aux élections municipales et aussi d'être éligible. C'est le droit essentiel, mais ce droit sera développé par ma complice Laure, qui attend sagement de prendre la parole. C'est le droit à la protection diplomatique et consulaire, ce qui est absolument fondamental et c'est un des pivots même de notre réflexion. C'est le droit aussi d'initiative européenne. Alors, c'est un droit qui est assez méconnu, mais s'il y a 1 million au moins de citoyens européens, tous États confondus, eh bien, on peut lancer une consultation européenne, lancer des idées, et ça aboutit par exemple à ce que récemment, sur une initiative des citoyens européens, on a considéré que l'eau n'était pas une marchandise, mais que l'eau était un bien humain. De la même façon, on a considéré que la vivisection devait être abandonnée. Donc, c'est ce qu'on appelle le droit d'initiative européenne. C'est toute une série de droits civiques qui sont extrêmement importants. Ensuite, deuxième série de droits, et j'en aurai fini de cette présentation rapide, ce sont évidemment les droits essentiels pour nous avocats de se défendre, avec tous les mécanismes extrêmement riches et trop méconnus des avocats. Nous nous battons à la section internationale pour que tous nos confrères adoptent le réflexe européen, tous les droits de la défense
du citoyen européen devant la Cour de justice et devant le tribunal pour demander des dommages et intérêts, pour demander l'annulation d'une décision, son imposabilité. Je ne vais pas rentrer dans le détail du droit européen, mais c'est toute une série de possibilités juridictionnelles extrêmement importantes et efficaces, sachant que, enfin, le citoyen européen a le droit de saisir le médiateur européen et que c'est là encore une possibilité méconnue et pourtant très efficace. Donc, quand il est dans l'Union européenne, Gaston va bien, il est libre de circuler, de séjourner. On ne peut pas le discriminer parce que, par exemple, il a fait ses études en France, mais qu'il n'aurait pas droit à une bourse en Belgique. C'est pas possible. Gaston est protégé. Gaston a la nationalité française. Il a la citoyenneté européenne. Et je passe la parole maintenant à Laure, qui va vous donner des choses beaucoup plus concrètes et intéressantes que je n'ai pu faire sur la protection diplomatique et consulaire quand Gaston quitte l'Union européenne. À toi, Laure. Merci Catherine, bonjour à tout le monde. Alors je vais enlever mon masque parce que c'est quand même plus convivial de se faire enseigner les subtilités du droit international et des résidents internationaux par un visage que par un masque. Sinon, alors je rebondis sur ce qu'a dit Catherine, juste pour une précision d'un quart de seconde pour dire que je m'ai présenté comme directeur juridique avant de devenir avocat. Je suis un avocat du sérail, pas quelqu'un qui est passé par une passerelle, mais j'ai eu une pause dans ma carrière de plusieurs années pour travailler en entreprise. Mais je suis un avocat sui generis comme tous nos confrères ici. Voilà. Donc moi, je voulais rebondir effectivement sur la citoyenneté européenne et sur Gaston et l'impact dans la future carrière de Gaston. Puisque, comme l'a dit Catherine, moi, je travaille évidemment avec une clientèle de grands groupes et sur des gens, des entreprises engagées dans le commerce international et dans les échanges internationaux. Donc, le droit des échanges internationaux et du commerce international, il n'est pas fait pour les États, il est fait pour les entreprises. Et ce qu'a dit Catherine et qui est très intéressant, et ça, c'est vraiment si je peux apporter un éclairage pratique qui est tiré de mon expérience, de ces situations. Lorsque vous êtes le directeur juridique d'une entreprise, vos opérations du commerce international, elles vont passer par les personnes physiques qui travaillent dans l'entreprise. Et donc, ce qu'il s'agit de réguler, c'est d'appréhender la place de la personne physique dans la régulation du commerce international. Et on s'aperçoit très rapidement dès que l'entreprise interagit, que je reprends une expression d'un de nos confrères que je trouve excellente et que je cite souvent, l'expression est de Stéphane de Navassel, pour dire que la personne physique, c'est vraiment le maillon faible de la régulation du commerce international. Parce que tout passe par lui, les entreprises ne peuvent pas agir s'il n'y a pas des cadres et des gens qui vont négocier les échanges, qui vont mettre en place des projets, etc. Et en même temps, rien n'est fait pour ces individus, en tout cas, entre la connexion entre la responsabilité sur les opérations du commerce international et les gens qui concrètement la mettent en œuvre. Donc, ça, c'est vraiment une dimension qu'il est très important en tant qu'avocat, quand on conseille nos clients entreprises qu'on ait en tête, et Guy Martinet vous en parlera sous l'angle du contrat de travail. Le commerce international, il est fait par les entreprises, mais il passe par des individus et l'entreprise, c'est vraiment le lien, ce qui fait le lien entre l'individu et le commerce international. Donc, ce que je voulais vous dire sur la citoyenneté européenne et après, dans la partie effectivement pénale que j'animerai avec William, qui est pénaliste alors que je ne le suis pas. Moi, je suis le client du pénaliste quand je suis directeur juridique. C'est effectivement l'importance de la protection consulaire, mais on en parlera un peu après. Pour l'instant, il n'est pas encore repris de justice, notre Gaston, puisqu'il a encore rien fait de mal et qu'il s'apprête juste à partir vivre, participer à des opérations du commerce international et aux échanges internationaux. Mais déjà, il faut être bien conscient que la citoyenneté européenne, alors je vais me permettre de faire un petit rappel de pur droit international public pour vous rappeler qu'on parle souvent de la citoyenneté européenne et on n'a pas très souvent en tête la différence entre ce que c'est qu'une citoyenneté et ce que c'est qu'une nationalité. Surtout pour nous qui sommes plutôt des privatistes d'essence, on oublie un petit peu les bases du droit public.
Et je vais quand même rappeler qu'une nationalité, ça se définit comme un lien juridique de rattachement entre un État et une personne physique. Et que cette nationalité, elle s'impose évidemment dans les rapports entre l'État et son ressortissant, puisqu'elle participe du pouvoir de juridiction de l'État sur son ressortissant, mais elle s'impose aussi aux États tiers, puisque la reconnaissance de la souveraineté de l'État qui va attribuer la nationalité emporte l'attribution d'un certain nombre de prérogatives aux ressortissants de cet État qui se prévaut de cette nationalité. Donc, l'efficacité du lien juridique de nationalité, il trouve sa source dans la souveraineté de l'État qui agit au nom de son national. Ça n'est pas du tout la même chose que la notion de citoyenneté, qui est une notion qui s'attache à un certain nombre de droits et de prérogatives individuelles. Il faut être citoyen, c'est pour ça qu'on a c'est une notion qui est rattachée à l'exercice d'un certain nombre de droits positifs, de droits politiques lorsqu'on parle, c'est pour ça qu'on a la Convention des droits de l'homme et du citoyen, mais qui est un peu vidée de sa substance lorsqu'on essaye de s'en prévaloir dans un espace international où ce qui compte, c'est la souveraineté des États. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête parce que quand on est à l'intérieur de l'espace européen, on a tendance à confondre un peu les deux. On est national et comme on est national et que l'espace européen est ouvert, on est citoyen européen et du coup, on est tous traités pareil. Mais lorsque vous sortez de l'espace européen, la distinction entre ces deux notions juridiques de droit international public retrouve toute sa force et elle va en l'occurrence s'appliquer à notre malheureux Gaston qui s'apprête à monter dans un avion pour le Mont-Dostan, s'il a la chance de pouvoir attraper un avion par les temps qui courent. Mais en tout cas, dès qu'il va poser le pied sur le territoire mondostanais, il va sentir tout de suite la différence entre le fait d'être national et le fait d'être citoyen. Alors, j'en profite pour rappeler ce que tout le monde sait, mais on n'a pas souvent, c'est difficile au sein de l'espace européen de mesurer la portée des incidences juridiques de ça. L'Union européenne n'est pas un État souverain, c'est une organisation régionale sui generis, producteur de normes, c'est un objet juridique non identifié, dit un de mes excellents confrères, un OJNI. La formule est assez parlante. Et donc, effectivement, ça permet en Union européenne de revendiquer l'application directe de certains droits. Bon, Catherine vous en a parlé, je ne reviens pas dessus. Ce qu'il faut bien, par contre, avoir conscience, c'est qu'en sortant de ça, parce qu'il n'y a pas la souveraineté d'un État souverain derrière, eh bien, notre Gaston, il ne va plus exister que par son passeport national. Et il est français, ce qui veut dire qu'à partir du moment où il aura posé le pied sur le territoire de l'État mondostanais, toutes les règles de droit interne qui régissent le statut des étrangers et la manière dont les étrangers peuvent se prévaloir de droits civiques, de droits politiques, de reconnaissance de certains droits au regard du droit interne mondostanais, va reposer alors soit sur ce qu'accorde de manière générale le droit interne mondostanais aux étrangers, soit s'il y a une convention bilatérale avec son État de nationalité et non pas de citoyenneté, à ce moment-là, dans un monde de conventions bilatérales entre États souverains. Ça va avoir des conséquences extrêmement pratiques pour notre Gaston qui s'apprête la fleur au fusil à aller prendre un avion pour aller construire des usines, diriger des usines, passer des contrats internationaux sur le territoire mondostanais. Parce que pour l'attribution de son visa de travail, par exemple, pour la reconnaissance de ses diplômes qui vont conditionner éventuellement l'éligibilité au visa de travail, enfin au permis de travail, pardon, et au visa de résident, pour la reconnaissance du statut de sa famille, puisqu'il est flanqué d'une épouse brésilienne et de 2 enfants d'âge différents. Tout ça sera tributaire du droit interne mondostanais ou des conventions internationales négociées par la France. Alors, je vais me permettre ici une anecdote que je raconte souvent parce que je trouve qu'elle est assez parlante. Il y a quelques années, quand je travaillais dans un cabinet, on assistait à un grand groupe qui venait d'ouvrir une usine sur le territoire d'un État qui ressemblait énormément au Mondostan. Et il avait besoin d'un board, de constituer un board pour diriger la filiale qui gérait cette usine.
Alors, comme très souvent dans ces situations-là, quand vous êtes en situation de JV, ce qui va se passer, c'est que le board va être constitué à nombre égal de ressortissants du partenaire local mondostonais, donc cela, il se trouve sans problème. Et puis après, le groupe européen, dont Catherine, je crois que tu as oublié de préciser qu'il était franco-allemand. Voilà, donc le groupe européen est franco-allemand, comme il y a un certain nombre de groupes européens qui fabriquent des avions ou des tubes qui existent. Et donc pour le groupe européen, ça va poser un problème d'identifier les dirigeants. Pourquoi ? Parce que les salariés de ce groupe qui sont envoyés, suivant qui sont ressortissants français ou ressortissants allemands, comme tous les cadres de ce groupe, eh bien, ils vont se voir attribuer des éligibilités au visa, des temps de permis de séjour, des régimes de carte de résident tout à fait différents qui dépendront de la négociation des conventions bilatérales sur le sujet entre la France, enfin, soit entre le Mondostan et la France, soit le Mondostan et l'Allemagne. Et alors, à l'époque, il y avait une course aux cadres allemands nommés dans le board de la JV parce que les Allemands avaient négocié un statut d'attribution de visa qui permettait à leurs ressortissants d'avoir des visas de 3 ans. Donc, quand vous aviez un dirigeant allemand à votre board, vous l'aviez pour 3 ans. Donc, ça veut dire que vous maîtrisiez, c'est évidemment l'entreprise dont je parle, vous maîtrisiez le vote des budgets du projet commun pendant 3 années consécutives. Alors que si votre dirigeant était français, eh bien, malheureusement, au bout d'un an, il fallait en chercher un autre et donc vous n'étiez pas sûr de pouvoir continuer à contrôler le budget. Voilà. Donc, ça, c'est une illustration extrêmement concrète et ça s'étend à extrêmement un nombre de domaines très, très, très impressionnant puisque je me souviens d'avoir cherché pendant très longtemps un contrôleur financier qui soit de nationalité belge parce que la Belgique avait négocié la reconnaissance des permis internationaux de conduire, enfin des permis de conduire nationaux, pardon, avec l'État en question. Et du coup, ça permettait à son contrôleur financier de se déplacer tout seul sans chauffeur et d'arriver sans crier gare dans les usines, sans qu'on ait préparé au niveau des documents qui réclamaient sa venue à l'avance parce que le chauffeur avait appelé tous les copains pour dire que demain, il était là. Voilà. Donc, il y a vraiment des conséquences pratiques et je vais en terminer sur 2 points et après, on va passer aux présentations de nature très technique que sont le droit social et le pénal qui sont des composantes très, très importantes de l'expatriation et de la situation de l'individu. Donc, vous avez compris que l'individu, c'est un diamant. Il est au centre de la régulation des opérations du commerce international puisqu'elles passent toutes par lui. Elles sont signées par les entreprises et c'est lui qui va les négocier. C'est comme tous les diamants, une fois taillé, il a des facettes. Et ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il est le réceptacle de tous ces aspects du droit positif en même temps. C'est-à-dire que quand vous êtes le directeur juridique d'un groupe, qui sont donc vos interlocuteurs quotidiens, et qu'il se passe un problème dans l'entreprise, vous n'avez pas le loisir de séparer le problème en autant d'ateliers juridiques différents, celui de droit social, celui de droit pénal, etc. Tous les problèmes qui concernent l'individu arrivent en même temps. Il a un problème sur son contrat de travail parce qu'il a un problème pénal et sa famille, du coup, a des problèmes de permis et vice-versa. Il faut tous les gérer en même temps. C'est ça qui est vraiment, qui rend l'individu extrêmement vulnérable et qui en fait le maillon faible. 2 réflexions pour terminer. D'abord, au moment où les entreprises européennes essayent d'exister et l'Union européenne essaye d'émerger comme puissance industrielle, puissance commerciale pour rivaliser avec les États-Unis et la Chine, pour ne pas la nommer, sur la scène internationale, il y a quand même une fragilité intrinsèque à ce que les entreprises européennes qui sont nos clients envoient des nationaux de chacun des pays. Enfin, par comparaison avec les Américains, si un groupe américain envoie un cadre pour gérer un projet au Mondostan, eh bien, il ne va pas y aller en tant que citoyen oreganais ou new-yorkais ou californien ou connecticutesque. Il va y aller en tant que citoyen américain avec la puissance de négociation et de frappe du gouvernement américain s'il y a un problème. Ce n'est pas le cas aujourd'hui de notre Gaston français ou allemand. Ça, c'est la première chose. Donc, il y a un problème quand même d'émergence et de cohérence du bloc économique et de la force des entreprises et des maillons faibles qu'il y a dans les entreprises là-dessus. Et puis, le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est un problème de réciprocité parce que la citoyenneté européenne, nous la reconnaissons, nous,
à l'intérieur de l'Union européenne en tant qu'Européens et ça nous donne des avantages. Nous en perdons totalement le bénéfice lorsque nous allons au Mondostan ou dans des États tiers, puisqu'on redevient des nationaux de tel ou tel État souverain. Et il y a quand même un paradoxe là-dessus, parce que les citoyens, les ressortissants mondostanais qui viennent faire des affaires avec nos entreprises en Union européenne, ils se voient attribuer des visas Schengen. C'est-à-dire que eux se prévalent d'un espace européen où on va leur attribuer un certain nombre de prérogatives qui se retrouvent dans la citoyenneté européenne. Et donc, là, il y a un problème de réciprocité, de reconnaissance des droits et d'effectivité du rapport de citoyenneté qui est aujourd'hui un problème que les entreprises rencontrent parce que leurs cadres vivent ça. Et on est obligé, en tant qu'avocat, lorsqu'on a un problème, de le prendre en compte, mais qui doit à l'avenir évoluer parce que clairement, c'est un point de fragilité de l'action économique de l'entreprise qui est très fort et qui n'est pas satisfaisant. Et là-dessus, je vais passer la parole. Alors, je ne sais pas si c'est à Catherine. Mais... Bon, alors Guy, je te passe la parole pour évoluer avec notre Gaston qui donc vient de se voir accorder son visa de travail et donc, puisqu'il est là sur la base d'un contrat de travail, c'est à toi. Il faut que tu actionnes ton micro, Guy. Je n'entends pas, il y a un problème de micro, je crois. Ah, ça y est. Ah, ça y est, bravo. Bravo. Vas-y, Guy. Alors, d'un point de vue technique, le son ne fonctionnait pas parce que je n'avais pas affiché le partage. Voilà. Donc, je me trouvais isolé. Alors, la partie qui m'a été dévolue est celle qui concerne le travailleur expatrié, c'est-à-dire très précisément notre ami Gaston. On nous dit que c'est un travailleur expatrié. Je veux bien, mais pour ça, il faut qu'on nous dise ce que c'est qu'un travailleur expatrié. Or, il n'y a pas de définition du travailleur expatrié. Et si on regarde bien la situation de Gaston, finalement, la question se pose de savoir s'il est expatrié ou s'il est détaché. En réalité, ce terme d'expatrié, je dirais que c'est un petit peu comme le frigidaire ou le Karcher, c'est un petit peu un nom fourre-tout et tout le monde parle de ces expatriés ou plutôt de ces expats. C'est le terme usuel et on se rend compte qu'en réalité, il y a des réalités qui sont derrière, qui sont celles en réalité de ce qu'on peut appeler un travailleur migrant. Qu'est-ce que c'est qu'un travailleur migrant? C'est un travailleur qui est occupé chez un employeur dont il est le salarié et qui, à la demande de cet employeur, va être amené à travailler dans le temps pour des périodes plus ou moins longues dans un ou plusieurs pays. Voilà. Et cette notion de travailleur migrant vaut autant pour les détachés que pour les expatriés. Alors, je disais tout à l'heure qu'il n'y a pas de définition véritablement d'expatrié ou de détaché. Il y a tout de même deux définitions de ce que l'on appelle le travailleur détaché. J'ouvre ici une parenthèse. Je vais parler beaucoup de travailleurs et moins de salariés. Ce n'est pas parce que j'ai adopté définitivement le vocabulaire de Madame Laguillet, mais c'est parce que tout simplement, le droit international parle plus volontiers de travailleurs parce que parmi les travailleurs, il y a évidemment dans une grande proportion des travailleurs salariés, mais il y a aussi des travailleurs non salariés. Voilà. Donc si j'emploie le mot salarié, vous ne m'en voudrez pas, c'est un dérapage, je devrais employer le mot travailleur. Alors, il y a une définition du travailleur migrant que l'on trouve dans le Code du travail sous l'article 1261-3, qui reprend ce que je viens d'exposer, c'est-à-dire le salarié migrant qui travaille pour un employeur et qui, à la demande de cet employeur, va aller travailler dans d'autres pays pour des périodes plus ou moins longues. Mais cet article s'applique non pas à l'expatriation, mais à l'impatriation, c'est-à-dire aux dispositions du Code du travail qui concernent les salariés qui viennent de pays hors de France ou de salariés qui sont situés hors de France et qui viennent travailler ici en France et qui ont besoin d'une certaine protection par application notamment des textes européens. Il y a aussi une deuxième définition que l'on trouve à l'article 2, paragraphe 1 de la directive détachement
de 1996, qui reprend un petit peu la description que je viens de faire et qu'on retrouvera tout à l'heure, je l'espère. En revanche, puisqu'il faut tout de même discerner ce que c'est qu'un expatrié d'un détaché, il faut savoir qu'il y a une distinction qui existe d'une part en droit du travail et d'autre part en droit de la sécurité sociale, et souvent on confond les deux. En droit du travail, un salarié expatrié, c'est un salarié qui n'est plus nécessairement dans un rapport contractuel solide avec son employeur d'origine. Parfois, le contrat de travail est suspendu, parfois même il est rompu, et sa mission à l'étranger a vocation à durer plusieurs années. Alors qu'un salarié qui est détaché est un salarié qui, par définition, reste sous le contrôle de son employeur d'origine parce qu'il conserve à son égard, avec lui, un lien de rattachement. Excusez-moi, ce n'est pas un jeu de mots, c'est véritablement le terme qui est employé par la doctrine. Un salarié détaché, c'est un salarié qui reste rattaché. En matière de sécurité sociale, les considérations sont tout à fait différentes, pour aller vite, parce que j'espère pouvoir y revenir. Un salarié expatrié, c'est un salarié qui n'a plus vocation à rester soumis au régime de sécurité sociale de son pays d'origine, alors qu'un salarié détaché est un salarié qui conserve pendant un certain temps le bénéfice du régime de sécurité sociale de son pays d'origine. Imaginons un Français qui va aller travailler au Mont-d'Ostan, par exemple, Gaston, eh bien, s'il est détaché pendant 6 mois au Mont-d'Ostan, eh bien, en principe, il reste, pas en principe, il a tout à fait le droit, la possibilité, et c'est organisé administrativement, de rester rattaché au système de sécurité sociale français. Alors, on voit, pour en terminer sur ce point, que la notion d'expatriation ou de détachement, en fait, repose sur des considérations qui sont juridiques ou statutaires. Est-ce que le contrat de travail est rompu? Est-ce qu'il subsiste avec l'employeur d'origine, etc., mais qui n'ont absolument rien de géographique. Souvent, on pense qu'être expatrié, ça signifie être très loin. On peut être un travailleur français et être expatrié en Allemagne. De même qu'on peut être un salarié, un travailleur français et être détaché en Chine. Tout dépend en réalité de la situation du contrat de travail. Alors, notre ami Gaston, pour l'instant, on va voir dans quelques minutes s'il est plutôt expatrié ou détaché en fonction de tout ce que je viens de dire. On sait qu'il est envoyé au Mont-d'Ostan, qui est un pays lointain, peu fiable, et qu'il a donc besoin d'être protégé. Pourquoi a-t-il besoin d'être protégé? Parce qu'on est dans le domaine du droit international, de la mobilité internationale, et qu'en fait, c'est un domaine qui est peu réglementé. J'ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de définition, et d'une façon générale, il n'y a pas beaucoup de textes, sauf en matière d'impatriation, comme je le disais tout à l'heure, puisque notamment sur le plan européen, les différents États membres de l'Union européenne ont été obligés d'adopter un certain nombre de dispositions pour, je dirais, favoriser l'accueil des salariés, des travailleurs migrants. C'est un domaine qui est peu réglementé et où donc tout est essentiellement contractuel. Et à cet égard, tout est dans le contrat et il n'y a pas de réglementation, donc les parties sont libres. Et dans la mesure où elles sont libres, elles peuvent faire un petit peu ce qu'elles veulent. Et évidemment, quand on est dans la situation du salarié, du travailleur, on a besoin que beaucoup de points soient traités. Pourquoi? Parce que tout d'abord, le travailleur est confronté à des régimes juridiques différents. Il est immigré dans le pays d'accueil, il va y avoir une question de droit du travail, de droit de la sécurité sociale, on vient déjà d'en parler un petit peu, outre les différents régimes spécifiques en matière de prévoyance, de retraite, d'assurance chômage et de fiscalité. Donc, il est confronté à tout un tas de systèmes juridiques et ces systèmes peuvent se contrarier, enfin, créer en tout cas un environnement juridique qui est complexe. Et il suffit d'aller sur les différents sites pour savoir que les cheminements sont pas faciles pour trouver la bonne solution. Et puis ensuite, parce que Gaston, dans la mesure où il va travailler à l'étranger, eh bien, il va être, je dirais, mis en face de tout un tas de choses auxquelles il n'est pas habitué. D'abord, des systèmes juridiques qui sont différents et qui peuvent imposer leurs propres règles, des langues et des cultures différentes. Alors, par parenthèse, très souvent, les employeurs font en sorte de détacher ou d'expatrier à l'étranger des travailleurs, des salariés qui ont déjà
un bagage linguistique ou un bagage culturel correspondant au pays où on va les détacher, où on va les expatrier, ce qui rend les choses plus simples. Mais ça n'est pas toujours le cas, et donc c'est un élément, je dirais, de difficulté pour le travailleur international. Guy, c'est Laure qui parle. Je me permets de t'interrompre pour une précision qui me paraît très importante pour que tout le monde garde à l'esprit. Tu as dit qu'effectivement, c'est un domaine où le contractuel primait. Première réflexion, il est donc important d'être assisté d'un bon avocat pour négocier ça. À la CE, me dit Catherine, elle a raison. Et par ailleurs, je voudrais quand même rappeler que les parties sont libres de faire ce qu'elles veulent, mais dans la négociation de l'expatriation, les parties ne sont pas tout à fait dans la même situation puisque l'une des parties est dans un lien de subordination vis-à-vis de l'autre. Et donc, on comprend bien les tensions de négociation dans les clauses des accords contractuels négociés auxquels ça peut mener. Donc, importance absolument que ça soit revu par un avocat de manière à aboutir à un ensemble contractuel cohérent parce que sinon, très souvent, le salarié signe ce qu'on lui présente. Alors, très bonne remarque, par un avocat, par deux avocats d'ailleurs, hein, l'avocat du salarié ou du travailleur et l'avocat de l'entreprise. C'est vrai, et Laure le disait en introduction, les travailleurs sont un petit peu les maillons faibles, internationaux sont un peu les maillons faibles, et ils sont dans un lien de subordination, et ils sont un petit peu dans la situation où on leur dit tiens, signe là, c'est bon pour toi, et puis finalement ça va être une catastrophe. Et William va nous donner des éclairages à ce sujet-là tout à fait intéressant. Il faut aussi savoir que les employeurs ont besoin d'être vertueux aussi. Alors, je veux pas être candide, hein, et faire de l'irénisme, mais il est certain que les employeurs qui se conduisent mal à l'égard de leurs salariés internationaux, qui ont de vocation internationale, eh bien, vont pas trouver de vocation. Alors qu'à l'inverse, s'ils entourent l'envoi à l'étranger d'un certain nombre de précautions et s'ils mènent un véritable dialogue avec les travailleurs qu'ils vont détacher, eh bien, ils vont avoir des vocations et ils vont trouver des salariés compétents. Donc, ce que tu disais, Laure, est vrai. Il y a un petit peu une pression de l'employeur, mais souvent, je dirais, il y a un petit peu un partage des intérêts qui fait qu'on arrive à s'y retrouver. En fait, au moins au départ, au niveau de la rédaction du contrat, la mobilité internationale est souvent quand même le terrain d'un dialogue. Dernière difficulté, pour en terminer, auquel peut être confronté le travailleur, évidemment les aléas et les risques de la vie locale. Je n'ai pas besoin de faire de dessin pour voir que on peut se retrouver à une certaine époque envoyé en Algérie et finalement se retrouver dans la situation d'un otage, par exemple. Comment on fait pour s'en sortir? C'est une grande actualité. Vous voyez, ce sont toujours des problèmes qui existent toujours. Il y a évidemment les difficultés liées au déménagement, à la réorganisation d'une vie familiale, d'une vie sociale, le fait d'entrer dans des cercles, etc. Et puis, alors, last but not least, bien évidemment, l'éloignement de sa famille, l'éloignement de ses amis, et l'atténuation du lien avec l'entreprise et les institutions représentatives qui nécessitent de prendre des dispositions particulières. Alors, maintenant qu'on sait que Gaston, la situation n'est pas simple pour lui, dans la mesure où il va devoir partir et être mis au devant de tout un tas de situations complexes, comme on vient de le voir, il a besoin de protection. Et la première des précautions, c'est un écrit, c'est une convention. Alors, ça ne sont pas les juristes que nous sommes et que vous êtes, pour lesquels c'est une révélation. L'écrit, le document contractuel, est évidemment l'élément qui doit contenir tous les éléments qui vont assurer la protection du travailleur. Alors, un écrit dans lequel on fait figurer évidemment l'objet, le contenu et les conditions du déroulement de la mission à l'étranger, où on va traiter du sort du contrat initial et de l'identification du ou des employeurs. Alors, ce point est tellement important que nous allons y consacrer des développements d'ici quelques instants. La durée de la mission, son point de départ, la faculté de rappel anticipé. Alors, la faculté de rappel anticipé, ça paraît comme ça une chose un petit peu banale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'employeur se réserve la possibilité, une fois qu'il a détaché
ou expatrier un salarié, de lui dire, ah oui, mais en réalité, la durée était prévue pour 6 mois, ou pour 1 an, ou pour 18 mois, et en fait, je te fais revenir avant pour des raisons X ou Y, souvent parce qu'ils ne donnent pas satisfaction. Et pour ma part, j'ai été confronté à des cas où des salariés faisaient des difficultés parce qu'en en fait, ils n'avaient pas envie de quitter le pays. Alors là, pour le coup, c'est différent. Ils étaient contents là où ils étaient, ils ne voulaient pas revenir en France, et ils estimaient que le contrat était violé parce que modifié dans la mesure où on les faisait revenir plus tôt. Or, il faut que les employeurs puissent tout de même conserver un certain contrôle je dirais, de l'activité de leurs salariés à l'étranger. Et si ça ne va pas, il faut qu'ils puissent inscrire dans le contrat qu'ils se réservent un droit de faculté, un droit de rappel anticipé. À l'inverse, il faut également introduire des clauses de probatoire et de rétractation, parce que les travailleurs qui se trouvent à l'étranger et qui ont des difficultés, ou dont les conjoints d'ailleurs peuvent avoir des difficultés, le conjoint ne se plaît pas, le conjoint ne trouve pas de travail, et finalement le travailleur se dit qu'est-ce que je fais? Est-ce que je privilégie ma vie professionnelle ou ma vie familiale? Parfois même le travail ne l'intéresse pas, donc il doit pouvoir revenir dans le pays d'origine. Si dans le contrat, on n'a pas pris la précaution d'introduire, d'aménager une période probatoire, alors ça peut être 3 mois, ça peut être 6 mois, en général c'est 6 mois avec une faculté de rétractation, eh bien ça peut être relativement difficile. Prévoir évidemment les modalités de retour, là aussi j'y reviendrai plus complètement dans un instant, les conditions d'attribution de congés, parce que notre Gaston qui est envoyé au Modestan, il ne va pas revenir à Pâques, à Noël, pour le 8 mai, etc. Ça coûte de l'argent. Donc il y a intérêt en réalité à déterminer quand il part en congé, comment il peut globaliser ses congés, et surtout qu'est-ce que l'on fait pendant ces congés, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on fait quand il revient en France, entre ses congés et puis la nécessité tout de même de revenir au siège de l'entreprise pour pouvoir reprendre un petit peu le contact, revenir prendre des recommandations, voir un peu ce qui s'est passé dans l'intervalle, etc., etc. Introduire également dans le contrat les modalités d'assistance juridique et administrative. Là, William va nous en dire beaucoup, bien évidemment, parce que si l'employeur ne prend pas la précaution de dire Gaston, si tu as des difficultés, eh bien, je ne vais pas te laisser choir. Au contraire, je vais mettre à tes dispositions un avocat que je vais payer et qui va t'aider. Enfin, William nous expliquera tout ça. Et puis, l'application d'une convention collective et la détermination d'une loi applicable. Pourquoi la détermination d'une loi applicable? Parce que le contrat de travail international est par définition un contrat qui comporte des éléments d'extranéité. Je n'ai pas besoin de faire de dessin. Et à partir du moment où il y a des éléments d'extranéité, il faut savoir quelle est la loi qui peut être appliquée. Alors, nécessité d'un écrit, pour toutes les raisons que je viens de développer, mais également parce que il existe une directive depuis 1991 qui contient des dispositions générales, mais également des dispositions dans son article 4 au profit des travailleurs détachés, et qui précise quels sont les éléments essentiels qui doivent figurer dans le contrat de travail. Et parmi ces éléments essentiels, quand il s'agit des travailleurs détachés, il y a notamment la durée du travail exercé à l'étranger, la devise qui sert de paiement, les avantages en espèces ou en nature, et, on l'a dit à l'instant, les conditions de rapatriement. Donc ça, c'est une obligation que les États membres ont dû transposer dans leur réglementation, dans leur régime juridique propre, parce que c'était une obligation qui a été aménagée par cette directive de 1991, qui a continué à gérer le contrat de travail et le contrat de travail des travailleurs étrangers jusqu'à une directive tout à fait récente. Là, vous voyez, on n'est plus en 1991, on est en 2019, le 20 juin 2019, une nouvelle directive est venue, il était temps, remarquez, pour compléter la directive de 91 avec de nouveaux éléments essentiels de la relation du travail d'une manière générale, mais également avec des points particuliers qui doivent figurer dans les contrats de travail des travailleurs internationaux, qui sont le ou les pays dans lesquels le travail à l'étranger est effectué, évidemment la devise servant au paiement de la rémunération et les avantages en espèces ou en nature,
et puis des renseignements sur l'éventualité des conditions de rapatriement du travailleur. Ça va sans dire, mais enfin, ça va mieux en le disant. Et quand on est un travailleur détaché relevant de la directive 96 de 1996, j'espère pouvoir vous en parler tout à l'heure, eh bien, il y a des précisions supplémentaires qui doivent figurer dans le contrat de travail, à savoir la rémunération à laquelle les travailleurs ont droit en application de la réglementation de l'État membre d'accueil, les allocations propres au détachement et les modalités de remboursement. Vous savez que quand on est travailleur expatrié, eh bien, on perçoit sa rémunération, mais on perçoit souvent des sommes complémentaires pour permettre le déménagement, pour permettre les voyages, les retours, etc., pour permettre éventuellement l'inscription à des cercles, dans des activités sportives, enfin tout un tas de choses qui doivent être prises en charge à l'international parce que les salariés ne sont pas chez eux. Et puis enfin, le lien vers un site internet national, officiel, unique, qui doit être mis en place par les États membres et qui notamment a été mis en place effectivement par l'État français. Alors, maintenant qu'on sait qu'il faut un écrit et quel est le contenu de cet écrit, le contenu que les parties décident d'aménager elles-mêmes parce qu'elles anticipent toutes les situations qui peuvent se présenter et également parce qu'elles se conforment à ces deux directives, maintenant qu'on sait qu'il y a un contrat, la question se pose pour Gaston, quel est le type de contrat qu'il a pu conclure? Et là, en matière internationale, j'ai identifié 3 types de contrats. Sachant que lorsque un employeur veut détacher ou expatrier un de ses salariés, un de ses collaborateurs à l'étranger, eh bien, il va modifier le lieu de travail. Or, modifier le lieu de travail, c'est modifier le contrat de travail. Les travaillistes qui nous écoutent savent à quel point la notion de lieu de travail est un des éléments substantiels du contrat de travail et qui ne peut pas être modifié unilatéralement par l'employeur, sauf si les parties ont pris la précaution d'introduire dans le contrat de travail une clause de mobilité. Alors, premier type de contrat, le contrat interne qui comporte une clause de mobilité. De vous à moi, Gaston, avec ses 15 ans d'ancienneté, dans son contrat de travail d'il y a 15 ans, il n'avait certainement pas de clause de mobilité. Parce qu'il y a 15 ans, probablement ni son employeur, ni Gaston n'avaient pensé qu'il pouvait être détaché ou expatrié. Si en revanche, ce contrat, le contrat de Gaston, avait comporté une clause de mobilité, eh bien, cette clause est valable, il faut le savoir. Le fait pour l'employeur de mettre en œuvre la clause de mobilité ne constitue pas une modification du contrat de travail et la décision que prend l'employeur à un moment donné d'envoyer son salarié en mission à l'étranger s'impose au salarié de manière irréversible et s'il y renonce, je dirais que le salarié a droit, le cas échéant, d'être licencié. Il y a eu même des arrêts pour considérer que le licenciement était justifié pour faute grave. Enfin, la jurisprudence est un petit peu revenue à ce sujet-là. Alors, tout de même, il faut faire attention au fait qu'il peut y avoir des conventions collectives qui s'appliquent et qu'il y a, par exemple, 3 conventions collectives auxquelles je pense. La convention collective de la métallurgie qui impose de respecter des délais avant de mettre en œuvre une clause de mobilité géographique. La convention collective de la chimie qui impose, enfin qui autorise, du moins qui permet aux salariés, ou qui laisse aux salariés la faculté de donner son accord express le jour où la clause de mobilité est mise en œuvre. Ça signifie qu'elle existe, elle est valable, elle peut être mise en œuvre, mais finalement la chimie dit, attention, tu peux quand même, salarié, dire que tu n'es pas d'accord. Et puis, il y a une convention collective qui va encore plus loin, qui est la convention collective de la pharmacie, puisqu'elle autorise purement et simplement le salarié à refuser l'application de la clause de mobilité. Alors, dernière chose, la clause de mobilité, elle est valable, à condition évidemment, pardon, excusez-moi, je n'étais pas sur la bonne slide, à condition que l'employeur n'en fasse pas un usage abusif et arbitraire, ce qui serait le cas, par exemple, nous dit la jurisprudence, si l'application de la clause n'est pas dictée par la protection des intérêts légitimes de l'entreprise ou n'est pas proportionnée à l'objectif,
ou si elle excède les prévisions contractuelles. Nous avons tous en tête cette jurisprudence qui n'a rien à voir avec l'international, mais d'un employeur qui demande à une de ses salariés qui travaillait à Paris de commencer son travail à 6 heures du matin à Roissy. Roissy-Paris, ça peut être un changement de lieu de travail, c'est un changement de lieu de travail, et comme elle commence à 6 heures du matin, qu'elle a une famille et qu'il n'y a pas de transport en commun, à cette heure-ci, eh bien, ça excédait largement les prévisions contractuelles et la Cour de cassation a considéré que l'utilisation qui avait été faite de cette clause par l'employeur était illégitime. Premier type de contrat, donc, avec clause de mobilité. Deuxième type, les contrats sans clause de mobilité. C'est probablement le contrat de notre ami Gaston, comme je le disais tout à l'heure. Alors là, la situation est extrêmement simple. Puisqu'il n'y a pas de clause de mobilité, l'employeur doit recueillir l'acceptation du salarié. On est donc en réalité là exactement dans la configuration de l'employeur qui veut modifier le contrat de travail de son salarié. Et dans, je dirais, le mécanisme qui est prévu par l'article L1222-6 du Code du travail en matière de licenciement économique. C'est-à-dire que l'employeur doit faire une proposition écrite, doit donner un délai. L'article L1222-6 prévoit un délai d'1 mois. En matière internationale, de vous à moi, il faut certainement prévoir un délai beaucoup plus long que 1 mois pour permettre à l'employeur, au salarié, de se retourner s'il veut pouvoir donner un avis autorisé et savoir exactement à quoi il s'expose. Voilà. Et puis alors, dernier type de contrat en matière internationale, on n'y pense jamais, et pourtant ça existe, c'est le contrat de travail international par essence. C'est-à-dire, tout dans la rédaction du contrat démontre qu'en réalité, le salarié avait vocation à travailler, pas non seulement en France, mais également à l'étranger. Et donc, on n'a pas besoin on n'a pas besoin d'une clause de mobilité, on n'a pas besoin de demander son autorisation aux salariés. Et là, il y a 2 arrêts, je vais aller très vite, mais qui sont tout à fait typiques de ce type de contrat. Un arrêt du 21 mars 2000, une entreprise avait engagé une collaboratrice et le contrat prévoyait des séjours en province. Et un jour, l'entreprise a demandé à cette salariée d'aller travailler en Allemagne. Alors, je suis d'accord que l'Allemagne est une province française, ou l'a été à une certaine époque, mais enfin, en tout cas, cette salariée a dit « Ah ben non, c'est pas correct parce que le contrat prévoyait la province, l'Allemagne, c'est quand même pas tout à fait une province, et donc je refuse. » Et elle a été licenciée. Et la Cour de cassation nous a dit « Mais pas du tout, parce qu'en réalité, quand on regarde le contrat et quand on regarde les raisons pour lesquelles l'employeur a engagé cette personne, eh bien, on s'aperçoit qu'elle a été engagée parce qu'elle maîtrisait la langue allemande et qu'elle avait un niveau hiérarchique qui impliquait une certaine mobilité. C'est-à-dire qu'en fait, la Cour de cassation a dépassé la clause de mobilité pour dire le contrat de travail impliquait de façon consubstantielle la possibilité pour cette salariée de travailler à l'étranger et en particulier en Allemagne. Et il y a un autre arrêt qui est postérieur, qui est plus récent, qui est de 2012, dans lequel la Cour de cassation reprochait à la Cour d'appel de s'être arrêté sur l'existence d'une clause de mobilité, en disant dans ce contrat, eh bien, la clause de mobilité importe peu, car il résultait des constatations de la Cour d'appel que le déplacement qui avait été refusé par le salarié s'inscrivait dans le cadre habituel de son activité de consultant international. Donc, on est... Alors, oui, Guy, je me permets de t'interrompre 2 secondes pour apporter quelques précisions. D'une part, sur le fait que tu parles d'un contrat de travail international, il faut quand même bien rester conscient que même si le contrat de travail est un contrat qui a une vocation d'exécution internationale, ça restera toujours un acte juridique qui est soumis au droit d'un État souverain. Donc, ça ne devient pas un contrat de travail de droit international public, ça restera soit un contrat de droit français avec une exécution internationale de la prestation de travail, soit un contrat de droit local parce que soumis au droit local du lieu où la prestation de travail est exécutée en fonction du
montage contractuel sur lequel Gaston et son employeur qui lui propose de s'expatrier se sont mis d'accord. Donc, pour tout un tas de choses, et notamment pour tout ce qui n'aura pas été prévu pour l'application par les clauses contractuelles négociées, acceptées par les parties, on appliquera, comme on le fait toujours dans les contrats, et là c'est vraiment du droit des contrats, les dispositions supplétives du droit applicable au contrat, voire pour certaines dispositions, les lois de police de l'endroit où la prestation de travail est effectuée. Donc, il faut bien garder en tête que les parties peuvent négocier, et il faut d'ailleurs négocier la loi applicable au contrat, mais ce sera de toute façon un contrat soumis au droit d'un des États souverains intéressés à la situation. Il y aura un critère de rattachement avec les règles d'application des lois de police éventuellement. Et du coup, ça me permet de souligner 3 points qui me paraissent très importants à négocier dans les termes de clauses contractuelles, parce que c'est vraiment de la négociation. Hein, tu l'as rappelé, il n'y a pas peu de textes applicables, donc c'est important. Ce qui est important d'un point de vue pratique quand on négocie ces contrats-là, c'est vraiment de garder en tête que le départ, c'est la moitié de l'histoire. Et l'enjeu, le noyau dur de la négociation et vraiment le morceau de bravoure, là où on a besoin d'un avocat, c'est soit la résiliation du contrat, tu vas peut-être nous en parler un peu rapidement dans le temps qui nous reste, soit les clauses de retour, parce que c'est là où ça pose problème et c'est là où tu as rappelé que les parties n'étant pas dans la même situation l'une vis-à-vis de l'autre, il y a un impératif d'être vertueux pour tout le monde dans le cadre de la négociation. Donc, il y a le droit applicable est une clause importante, la clause de juridiction, les mécanismes de protection sociale redeviennent du contractuel puisqu'on n'est pas forcément soumis à un État qui a des lois de police qui les imposent. Donc tout ça, c'est très important à négocier. Je te repasse la parole, pardon. Oui, alors je te remercie d'avoir évoqué ces points parce que c'est celui de la loi applicable, c'est celui du tribunal compétent. J'aurai pas le temps d'en parler, hein, malheureusement. Je pense que ça sera où j'en parlerai en fonction de ce que William nous prendra comme temps de son côté, mais je suis sûr qu'il prendra beaucoup de temps parce que son sujet est passionnant. Donc je suis pas je ne suis pas sûr d'avoir le temps. Ce que je peux faire, si vous êtes tous d'accord et si William est d'accord, c'est que s'il reste du temps à l'intérieur des 2 heures qui nous sont allouées, éventuellement, je me réserve de parler de la loi applicable et du tribunal compétent. Si je n'ai pas le temps, et là alors, je vais te citer, excuse-moi, mais éventuellement je te laisse rebondir le cas échéant, sans aborder ici du tout la question de la loi applicable et du tribunal compétent. Laure nous dit toujours, et dit toujours à qui veut l'entendre, que quand des parties concluent un contrat de travail international et donc se pose la question de savoir à quelle loi il va être soumis et éventuellement devant quel tribunal un procès pourra avoir lieu, les parties en général se battent sur la question de la loi applicable. C'est bien, mais c'est un peu inutile si jamais on doit plaider devant le tribunal du Mont-d'Ostan. Vous voyez, parce que si on doit plaider devant le tribunal du Mont-d'Ostan et qu'on a décidé que la loi applicable était la loi française, c'est très bien la loi française, mais la juridiction du Mont-d'Ostan n'en a en gros rien à fiche. Donc en fait, elle va appliquer la loi du fort. Attends. Oui, mais avec des sons perturbateurs en dessous. Alors, Guy, est-ce que tu peux couper ton micro? Alors, Alors, bonjour, il faut couper en fait le micro de Anne-Sophie. Parce que le bruit, vous pouvez sur votre icône couper son micro sur sa. Je crois que c'est.
Merci Laurence. Oui, alors, je reprends la parole sur ce que tu disais. Effectivement, j'insiste beaucoup d'un point de vue pratique sur le fait qu'il faut bien garder en tête, et c'est vraiment ce sur quoi on voulait vous sensibiliser aujourd'hui, l'interaction permanente, l'interpénétration qu'il y a entre les différentes facettes de notre diamant Gaston. Puisque Gaston part sous l'empire d'un contrat de travail, il va peut-être revenir parce que ce contrat de travail se termine ou au contraire, il a une clause de réintégration. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que ces différents éléments-là vont être des facteurs de domino juridique sur son statut en tant que son statut en tant que résident, son statut en tant que voyageur. S'il perd son contrat de travail au Mont-d'Ostan, Gaston, et pardonnez-moi de faire le domino, mais c'est vraiment pour vous permettre de prendre la mesure de l'impact sur la vie de Gaston et des régimes juridiques que ça met en jeu. Lorsque Gaston est parti au Mont-d'Ostan, qu'il y est depuis 3 ans et qu'il doit rentrer, ou au contraire son contrat de travail se termine parce qu'il y a un licenciement ou il y a une décision des parties de terminer le contrat de travail, il va perdre son contrat de travail, il va donc perdre par voie de conséquence son permis de travail. Puisque le permis de travail est annulé, il va perdre son visa de résident. Et comme il perd son visa de résident, tous les dépendants qui sont sur son visa de résident, c'est-à-dire son épouse brésilienne et ses 2 enfants, vont également perdre leur permis de résident. Alors, dans certaines juridictions, et c'est le cas d'un certain nombre de pays, dont le Mont-d'Ostan, la perte de ce visa de résident emporte l'obligation de quitter le territoire à très brève échéance. Et j'ai en tête un pays où il y a quand même beaucoup d'expatriés. Et si vous perdez votre visa de résident, vous devez quitter le territoire sous 30 jours. Donc, vous comprenez bien que pour Gaston, qui a un enfant qui peut-être passe le bac dans 2 mois, c'est une facteur de complication. En plus, s'il n'est plus dans une relation contractuelle avec son employeur, il va peut-être devoir financer un certain nombre de, par exemple, les frais d'un rapatriement, un déménagement international. Son conjoint va devoir lui aussi quitter le territoire puisqu'il a perdu son contrat de travail. Et ainsi de suite, on décline les conséquences. Et puis, pour en arriver à la clause de juridiction, notre Gaston qui est rentré réinstallé en France à la fin de son contrat de travail, s'il doit se plaindre de l'une ou l'autre des conditions de résiliation ou de licenciement, s'il doit aller saisir le juge du Mont-d'Ostan, il ne pourra pas le faire parce que le juge est désormais à l'autre bout du monde. Donc, on voit bien, et ça c'est très important parce que souvent, chacun voit la situation de Gaston par le prisme de son territoire. Donc, le juge se dit, bah, écoutez, le juge du Mont-d'Ostan se dit, bah, moi je suis ouvert, mon tribunal est ouvert, il peut venir me saisir s'il veut. Côté français, on se dit, bah, Gaston, il est rentré en France. Et en réalité, Gaston, il a un pied dans les 2 territoires, mais il a un pied simultanément dans les 2 territoires. Donc, ça peut expliquer un certain nombre de vulnérabilités, d'où l'importance, vraiment, ça c'est le point sur lequel on veut insister aujourd'hui, de négocier contractuellement les clauses de retour et les clauses à la fois du départ et de l'exécution de la prestation de travail dans le pays concerné. Est-ce qu'on accepte d'être en droit local et si c'est le cas, est-ce qu'on négocie des compléments pour bénéficier, pour suppléer aux lacunes du régime de protection locale ou au contraire, est-ce qu'on maintient un contrat de travail de droit français et le retour, comment ça va se passer pour le retour? Soit parce que c'est un retour accepté, négocié avec une clause de réintégration dans un groupe d'entreprises, ou à l'intérieur de l'entreprise de départ si on est plutôt dans une PME, soit au contraire pour négocier la rupture de la relation, mais à des conditions qui ne mettent pas Gaston dans un état de fragilité. J'anticipe un tout petit peu sur ce que va nous dire William, qui pourrait faire que Gaston sente un peu la pression et fasse des choses tout sauf perdre mon contrat de travail, ce qui peut être dangereux pour tout le monde. Pardon Guy, je te repasse la parole. Non, c'est ce que tu dis est tout à fait. Ben voilà, je voulais dire ce que tu as dit parce que je savais que tu voulais qu'on le dise et on l'a dit. Alors, il faut savoir que pour terminer sur cette question provisoirement sur cette question du tribunal compétent, notre Gaston qui va au Mont-d'Ostan et qui
arrive à faire accepter, quand il signe son contrat local, que le droit applicable, enfin le tribunal compétent et le tribunal français, voire que la loi applicable, la loi française, eh bien, il a cette chance extraordinaire que s'il revient en France, eh bien, il pourra faire application du Code du travail français, parce que tout simplement, le Code du travail français prévoit que lorsqu'un contrat est conclu avec un employeur, eh bien, enfin, un contrat de travail, pardon, excusez-moi, eh bien, le salarié peut se prévaloir, il a une option, hein, il peut se prévaloir du lieu où l'engagement a été conclu. Et comme l'engagement a été conclu à l'origine en France, eh bien, bien qu'il ait été occupé pendant un certain temps dans ce lointain pays du Mont-de-Stan, il revient et tout bonnement, il va devant le Conseil des prud'hommes français parce que c'est une des options qui lui est ouverte par le Code du travail, en l'occurrence l'article R 1412.1, de pouvoir faire plaider son affaire devant le tribunal du lieu où l'engagement a été contracté. Mais ça me permet de rebondir immédiatement sur la suite de mon exposé, qui est, on sait maintenant qu'un contrat a été conclu, on en connaît le contenu, Laurent a rappelé les éléments essentiels, la loi applicable, le tribunal compétent, les conditions de retour, etc. Et deux questions vont se poser ici avec ce fameux contrat de travail. Qui est, reste ou va devenir l'employeur de Gaston et comment l'envoi de Gaston de son pays d'origine au Mont-de-Stan va être formalisé. D'abord, l'employeur d'origine. L'employeur d'origine, on le connaît, c'est la société Spitou. Bon, on va supposer que, comme c'est une société franco-allemande, c'est une société relativement vertueuse. Ce qu'il faut savoir, le deuxième élément essentiel que tout le monde doit retenir de cette formation que nous animons aujourd'hui, c'est non seulement la question du tribunal compétent, mais c'est également le fait que l'employeur est et reste non pas celui qui a engagé le salarié au départ, mais également celui qui conserve le pouvoir de direction et de contrôle sur l'activité du salarié et qui garde la maîtrise de l'évolution de son parcours professionnel. C'est extrêmement important parce que beaucoup d'employeurs, consciemment ou inconsciemment, envoient le salarié à l'étranger et puis ensuite le salarié suit son parcours, il va de pays en pays, etc. Et puis 15 ou 20 ans après, le salarié est licencié localement, il revient en France et il dit « mais c'est vous qui m'avez recruté, c'est vous qui m'avez engagé. D'ailleurs, j'ai mon vieux contrat de travail des années 55 et donc c'est vous qui êtes mon employeur. » Et là, l'employeur français va dire « mais attendez, vous êtes parti depuis 20 ou 30 ans, on ne s'est plus parlé, on ne s'est plus vu, etc. Comment vous pouvez soutenir que je suis resté votre employeur ?» Et c'est là que le salarié va dire « oui, bien sûr, mais en réalité, vous avez continué à me donner des instructions. » Et dans la description que Catherine a fait tout à l'heure de l'activité de Gaston, tu as dit à un moment donné que Gaston continuait à suivre les instructions qui lui étaient données à partir de la défense par le siège de Spitou qui est à la défense. Et puis, il faut savoir que Gaston est envoyé en Chine, mais ensuite il va être réenvoyé éventuellement en Europe ou en Colombie. Par qui va prendre la décision? Eh bien, c'est le siège de la défense. Et si toutes ces circonstances permettent à Gaston de dire, en réalité, mon employeur, au travers de des avatars de ma carrière professionnelle, est resté la société française parce qu'elle a conservé un pouvoir de direction et de contrôle sur ma mission et sur mon parcours professionnel, eh bien, c'est toi, société française, qui est resté mon employeur, et donc j'ai raison de plaider contre toi devant une juridiction française. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de décisions où des salariés ont tenté le coup, et je dirais c'est du 50-50. J'ai par exemple ici un arrêt du 13 janvier 1998, c'est un arrêt pas de cassation mais de cour d'appel, d'un salarié qui avait été engagé par une société néerlandaise avec laquelle il avait conclu un contrat de travail, pardon, excusez-moi, oui c'est ça,
qui l'avait détaché dans différents pays d'Afrique. Il avait quitté cet employeur, puis il était revenu avec, on conclut un contrat de travail français, et au terme de ce contrat de travail, il avait été envoyé dans différents pays d'Afrique. Eh bien, il avait tenté le coup, ce monsieur Pagési, à l'époque, l'entreprise était le groupe Shell en l'occurrence, et il avait essayé de faire dire que la société Shell française, qu'il avait réengagée la deuxième fois, était restée son employeur. Et là, la Cour d'appel a répondu par la négative, c'est-à-dire qu'elle avait analysé de façon extrêmement fine le contrat de travail de monsieur Pagési et les circonstances de son engagement, pour en conclure qu'en réalité, eh bien, les conditions de son détachement et les conditions d'exercice de sa mission n'étaient plus soumises au contrôle de Shell. Donc là, en l'occurrence, ça n'a pas marché. Mais ça peut marcher, et c'est la raison pour laquelle il faut être extrêmement vigilant. Il faut être également vigilant, c'est le deuxième point, lorsque la société recrute en France, ou bien la société recrute un salarié pour une de ses filiales, aucun élément contractuel n'intervient, il n'y a pas de matérialisation, elle agit comme mandataire de la filiale, et dans ces conditions, il y a très peu de risques que le salarié puisse faire remonter un lien ou le maintien d'un lien avec la société d'origine. Mais si pour une raison quelconque, au moment de son recrutement, un document a été conclu, ne serait-ce qu'une lettre tout simplement, qui formalise l'accord pour le recrutement, eh bien, ce seul document, si ensuite il est étayé par d'autres éléments qui démontrent la persistance du pouvoir de contrôle et de direction, et bien, malgré les détachements successifs, et même si le contrat n'a pas connu le moindre début d'exécution en France, même pas dans le cadre d'une formation, eh bien, cette formalisation, même minimale, peut permettre à un salarié, plusieurs années après, plusieurs décennies après, de faire remonter l'existence d'un lien avec un employeur français. Donc, il faut être extrêmement vigilant quand on recrute pour l'international à ce que l'on fait et ensuite à la façon dont on va agir à l'égard de ce salarié. Si on garde le contrôle et la direction, eh bien, ça reste votre salarié malgré l'existence d'un contrat local. Alors, en ce qui concerne l'entreprise locale, puisque c'est elle qui finalement va recevoir monsieur Gaston, eh bien, un contrat peut être conclu avec cette entreprise. Là, en l'occurrence, dans notre affaire, monsieur Gaston, on va lui imposer un contrat local. Mais parfois, ce contrat local peut être tout simplement un contrat administratif. Et la question qui se pose du contrat d'origine, est-ce qu'il est maintenu, suspendu ou rompu? Alors, si le détachement de monsieur Gaston est pour une courte durée, le contrat de travail d'origine est maintenu. Une simple lettre de mission suffit et le contrat local peut être un vrai contrat ou un contrat administratif, on s'en fiche. Si au contraire, la mission dure plus longtemps, en général plus de 6 mois, là, différents cas de figure sont possibles. Le contrat d'origine peut être maintenu, c'est le cas d'un détachement, et l'entreprise locale, l'entreprise d'accueil, peut soit exercer une simple activité déléguée, soit devenir un co-employeur, voire un employeur simultané. C'est ce qui se présente lorsque la filiale et la société mère, en réalité, ont une telle identité d'intérêt, de direction et de capitaux qu'en réalité, on n'arrive plus à différencier qui est le véritable employeur. Et dans ces cas-là, il est bon de conclure en France un avenant avec l'entreprise d'origine, indépendamment du contrat qui peut être signé localement. Deuxième cas de figure, toujours un détachement, mais le contrat de travail est suspendu, et il est suspendu pourquoi? Parce qu'il y a une volonté de conclure un vrai contrat de travail local. Et puis, le troisième cas de figure, c'est celui où il y a expatriation, c'est-à-dire où il y a rupture, et dans ces conditions, il ne peut y avoir rupture qu'à la condition qu'on règle le sort du contrat de travail initial, notamment les questions d'ancienneté, notamment les questions de congés payés, etc., etc. Tout ceci
que nous venons de voir est résumé très simplement dans ce schéma que vous voyez et que je vais passer en vitesse très rapidement. Ou bien on a un contrat interne qui existe sans clause de mobilité ou avec clause de mobilité. S'il n'y a pas de clause de mobilité, on doit faire une proposition au salarié. S'il est recruté spécifiquement pour l'international, on passe directement au contrat de travail international qui peut avoir recouvrir différentes formes. Ça peut être une lettre de mission ou un avenant de détachement, un avenant de suspension, comme on vient de le voir, ou bien un contrat de travail international par essence, comme on l'a vu tout à l'heure lorsque l'or est intervenu. Et puis le contrat de travail local, eh bien, soit il peut exister conjointement avec le contrat d'origine, ou bien quand il y a expatriation, il n'y a plus que le contrat de travail local et le contrat de travail d'origine est non plus suspendu, mais rompu. Voilà. Je vais en rester là. Je ne vais pas parler de ce qui se passe si M. Gaston, si le contrat de travail de M. Gaston est rompu. Je verrai le temps que William me laisse. Je voulais juste dire, pour finir, qu'en réalité, je voulais essentiellement parler de ce dont je viens de parler, c'est-à-dire du contrat de travail, de sa matérialisation, de son articulation avec un contrat local, pour rester dans l'objet du présent atelier, mais que vous avez le support qui est sous les yeux et auquel vous pouvez avoir accès, que vous pouvez vous procurer, et qui développera les autres points qu'on n'a pas le temps d'aborder en 2 heures quand on est à plusieurs. Bon. Guy, merci beaucoup pour ces explications très précises. Je passe la parole à Laure qui veut encore faire une remarque et ensuite on va se préoccuper de Gaston qui est accueilli par des flics du FBI à la passerelle d'un avion où il arrive à New York pour un voyage professionnel. Ça va très mal se passer. Vas-y Laure. Alors, juste un point pour faire la transition avec l'exposé de William, puisque Guy, tu nous as parlé de ces salariés qui ont eu un historique français et qui vont être envoyés à l'étranger. Il existe aussi, et c'est à mon avis un angle mort de la régulation des échanges internationaux et du commerce international, il existe aussi des situations où les salariés ont beau avoir la nationalité française, ils sont recrutés localement. Il y en a de plus en plus parce que les gens font des études à l'étranger, voire ils étaient cadres dans un groupe et puis un groupe concurrent leur fait une offre plus alléchante alors qu'ils sont au Mondostan. Et donc, ils passent d'une filiale mondostanaise à une nouvelle filiale mondostanaise d'un autre groupe. Et donc, ces salariés, en général, reçoivent leurs instructions du siège qui peut être situé en France ou en Allemagne. Et donc, se pose la question, évidemment, de la relation de travail à ces salariés parce qu'il y a un pouvoir de direction qui est exercé. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que leurs actes dans les opérations du commerce international vont engager la responsabilité du groupe qui les emploie, indépendamment du maintien ou non, ou de l'existence qui a pu ne jamais avoir lieu d'un contrat de travail de droit préalable. Et donc, cette responsabilité pénale à la fois du salarié et de l'entreprise, elle se produit dans un certain nombre de situations et que ça n'est pas réservé au cas d'expatriation parce qu'il y a des recrutements locaux. Pardon. Alors, Laure, tu as tout à fait raison. Le cas des salariés français, des nationaux français, qui vivent au Mondostan et qui sont engagés au Mondostan sur la base d'un contrat local, etc., ne sont pas des salariés expatriés ou détachés. On n'est pas dans la mobilité internationale. Absolument. Simplement, comme ils sont étrangers et qu'ils ne sont pas ressortissants mondostanais, ils n'ont pas intrinsèquement de droit de séjour au Mondostan, ils ont un droit de séjour qui repose sur le contrat de travail que leur conclut la filiale locale du groupe concurrent. Ils ont cédé à l'appel des sirènes du groupe concurrent. Donc, de toute façon, en termes de fragilité et d'exposition et de tentation éventuellement, ils vont présenter la même situation de fragilité que le salarié de nationalité française qui a été recruté en France. Au regard du droit mondostanais, ce sont des ressortissants étrangers qui n'ont un droit de séjour et de résident et un permis qui s'étend à leur famille que parce qu'un employeur leur consent un contrat de travail, et cet employeur peut être une filiale du groupe. Et donc, en cas de tension avec l'employeur local au niveau du contrat de travail, ils vont être dans la même situation de vulnérabilité sur leur droit de résident. Ça paraît abstrait comme ça, mais
pour l'avoir vécu, le droit, le permis de résidence, c'est quand même votre appartement, là où vos enfants vont à l'école, votre réseau de copains, où vous habitez, là où votre conjoint travaille. Donc, c'est un point de vulnérabilité très fort. Donc, et ça repose sur l'existence d'un contrat de travail. Si ce contrat de travail est rompu, tout s'écroule pour le salarié et ça en fait des points vulnérables, des maillons faibles de régulation. Et je passe la main à William pour le pénal. Juste pour dire, pardon, excuse-moi, c'était le deuxième point que je voulais dire. Donc, ce ne sont pas des salariés de mobilité internationale, mais je reviens sur ce point fondamental. Si jamais, bien qu'ils aient conclu un contrat local, mais vraiment strictement local, et qu'ils arrivent à montrer que la réalité du pouvoir de contrôle et de direction est assurée à l'extérieur du Mondostan par une entreprise qui est en France, eh bien, rien ne va les empêcher d'aller devant un juge français et de dire qu'ils dépendent de cet employeur, avec tout ce qui s'ensuit, l'application de la loi française, éventuellement la compétence d'un juge français. Donc, le point fondamental qu'il faut retenir, c'est qui contrôle le pouvoir de direction et de contrôle. Et les conséquences sont pénales. William, on écoute avec beaucoup d'attention ce que tu as à nous dire pour ce pauvre Gaston. Bonjour tout le monde, le son est bon? Parfait. Alors peut-être 3 mots d'introduction très courtes. Le droit pénal, c'est le premier niveau. Le droit pénal international, c'est le deuxième niveau, c'est la deuxième couche qui complexifie, qui à mon sens rend la matière d'autant plus intéressante. C'est la matière que je pratique le plus maintenant. Et puis là, comme à la CE, on aime bien intéresser les choses au maximum de leur complexité, on a rajouté un 3e niveau qui est donc le droit pénal international des affaires. Donc on a les 3 niveaux de complexité, je crois, optimales pour qui fait du pénal, qui vont faire qu'on ne réfléchit pas simplement sur une problématique de droit pénal dans un pays, mais dans 2 pays. Je dirais dans un mot juridiquement, quels sont les premiers réflexes qu'il faut que vous ayez lorsque vous vous retrouvez dans une situation de droit pénal donc transfrontalier. Et puis, on a un 2e niveau qui va doubler encore le niveau de complexité, qui est que vous allez devoir réfléchir non pas seulement en termes de la défense donc de ce pauvre Gaston, mais également de réfléchir en quoi cette défense est complexifiée par l'existence du groupe personne morale qui l'emploie et qui peut soit être son soutien, soit éventuellement ne pas être son soutien, voire éventuellement être son ennemi. Donc vous avez la branche droit international qui est qu'on réfléchit avec au moins 2 points de contact et des occurrences juridiques qui font qu'on va avoir 2 droits nationaux, plus la plupart du temps des outils internationaux qui vont venir connecter ou ne pas connecter. Donc ça tourne déjà bien comme ça avec au moins 3 niveaux de base juridique. Et puis en plus, vous avez la double réflexion individu, personne morale, avec les occurrences habituelles qu'on connaît en droit pénal des affaires, qui sont est-ce qu'on a une communauté d'intérêts ou est-ce qu'on a une distinction dans les intérêts et des doubles jeux, éventuellement des rebonds, des choses comme ça. Donc c'est tout à fait passionnant. Dans le temps qui reste, je ne vais pas, je crois, rentrer dans trop de détails, voire presque dans aucun, parce qu'on n'aura pas le temps. Et je crois que ce qui est intéressant, c'est de vous donner peut-être les réflexes, de vous dire où est-ce que, si vous vous retrouvez dans une situation comme ça, vous devez aller regarder, sachant que si vous avez une situation, ce sera évidemment pas celle que j'aurais évoquée. De toute façon, il faudra que vous alliez voir quel est l'état de la législation du pays réel dans lequel votre client se trouvera ou dans lequel la société aura son siège social. Et puis, vous irez à ce moment-là, sur la base de ce que je vous ai dit, regarder les textes que vous irez chercher. Et, peu importe finalement les articles précis que je pourrais citer aujourd'hui qui s'appliqueront sans doute assez peu à votre situation. William, je t'interromps 2 secondes pour faire une annonce pour demander qu'on coupe les micros parce que nous entendons une personne qui parle en même temps que toi et du coup c'est assez inaudible. Est-ce que tout le monde pourra avoir la gentillesse de couper son micro ou un téléphone? Merci. Je te repasse la parole. Merci Laure. Donc, pour prendre les choses peut-être chronologiquement, dans cet univers complexe, on va essayer de commencer par le début. Donc, Gaston est interpellé, ça peut être le FBI, au Mondostan, le FBI peut aussi aller, le FBI interpelle un peu partout dans le monde, mais ça peut être aussi la police mondostanaise ou ça peut être une équipe conjointe FBI-Mondostan.
Bon. La première chose qu'il va falloir que vous regardiez, c'est est-ce que ce pauvre Gaston va pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat ou pas. La protection consulaire ici est un outil qui potentiellement peut être utile. On l'évoquait notamment avec Laure lorsqu'on préparait cet atelier, qui disait protection consulaire. Mon expérience, c'est que c'est pas toujours formidable. Antoine Moisan, que je représente aussi aujourd'hui, disait c'est souvent pas terrible du tout. Il est assez rare que le Quai d'Orsay se mobilise dans un dossier individuel, ça arrive, faut pas désespérer. Si vous avez un dossier avec voilà des enjeux qui sont sensibles, n'hésitez pas quand même à vous adresser au-delà du consulat au Quai d'Orsay. On peut toujours mobiliser le ministère des Affaires étrangères. Et puis parfois, il y a quand même un volet politique qui peut se mettre en place. Donc c'est à ne pas négliger, pardon. La protection consulaire, c'est la Convention de Vienne. Vous pourrez aller la voir, c'est facile à trouver. Son article 5 fait référence très clairement au fait que dans la protection consulaire, il y a une assistance pour les personnes qui sont arrêtées et détenues. Assistance, ça veut dire qu'à minima, si on ne vous donne accès à aucun avocat, à aucun membre de la famille, qu'on vous bloque, que vous ne pouvez pas téléphoner et qu'éventuellement même votre employeur ne sait pas ce qui vous arrive, ce qui est possible hein, dans certains endroits du monde, qui ne sont pas la Corée du Nord, eh bien vous aurez peut-être comme seule bouteille que vous pouvez lancer à la mer le fait de demander à pouvoir voir votre contact consulaire qui viendra logiquement vous rencontrer soit en prison, soit au commissariat, et par lequel vous pourrez agir vers l'extérieur, et parfois ça peut être très précieux. Donc c'est à ne pas négliger avec cette articulation. Catherine en a parlé en introduction, sur la citoyenneté européenne. On a une protection consulaire qui est accrue. Et pensez à cela, parce que si Gaston se retrouve incarcéré, pris dans un pays où la France soit n'a pas de représentation consulaire, c'est assez rare, mais ça arrive, soit à une représentation consulaire qui va être défaillante, eh bien, au vu eh bien, de ces dispositions sur la protection consulaire arrimées à la citoyenneté européenne, eh bien, l'ambassade ou le consulat allemand ou de n'importe quel autre pays de l'Union européenne pourra venir secourir Gaston de la même façon que si c'était sa représentation française. Alors, que disent les textes sur le droit à un avocat? Il y en a certains que vous connaissez, sans doute. On a les textes qui sont applicables, peut-être pas partout dans le monde, mais enfin dans un grand nombre d'endroits du monde, qui sont les textes, le texte plus exactement, la Convention européenne des droits de l'homme, qui connecte des pays qui vont bien au-delà de la zone Europe. J'ai eu un dossier par exemple récemment avec la Corée du Sud, qui est membre du Conseil de l'Europe et qui est signataire de la Convention européenne des droits de l'homme, qui s'applique. C'est pareil pour la Convention européenne d'extradition. Pour la Corée du Sud, d'ailleurs, c'était plus sur celle-là, mais il y avait dans la Convention européenne d'extradition des possibilités de venir critiquer le non-respect d'un certain nombre de droits fondamentaux arrimés à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, pardon, qui, dans sa rédaction, prévoit le droit à un accès effectif à un avocat, le droit à un certain nombre de pièces, etc. Donc ça, c'est un texte sur lequel vous pouvez vous appuyer. Il y a au niveau européen un petit focus quand même, si l'arrestation se faisait dans un État de l'Union européenne, il y a là une directive qui est beaucoup plus précise, à laquelle vous pourrez également vous référer, et qui est la directive 2013/48 UE du 22 octobre 2013. Je ne rentre pas dans les détails, vous pourrez aller la voir. Mais là, il y a des articles très précis sur le droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales, avec là un déroulé beaucoup plus précis sur la confidentialité, sur ce à quoi l'avocat a accès, étant précisé que dans un certain nombre de pays du monde qui sont quand même considérés comme des pays civilisés, le droit d'accès à l'avocat est quand même très limité, voire inexistant. À Singapour, par exemple, vous n'avez pas le droit à accéder à un avocat, en tout cas il ne peut pas être présent pendant les auditions en garde à vue. L'enquête, on l'a vu par exemple pour Carlos Ghosn au Japon, peut durer des semaines, voire des mois, et avec aucun avocat, aucun accès aux pièces du dossier. Donc, vous pouvez vous retrouver, en fonction d'où Gaston est arrêté, dans des régimes juridiques nationaux qui pourraient éventuellement être en conflit avec ces normes internationales que vous pouvez aller chercher. Et si l'accès n'est pas
permis éventuellement par le droit national tel que vous considérez qu'une des normes internationales le permet, vous pouvez à ce moment-là, sur place, essayer de ruer un peu dans les brancards pour dire que même si en droit national c'est pas comme ça, qu'il y a une violation des normes internationales dont vous pouvez essayer avec le soutien d'un avocat sur place. Ça, c'était un point aussi d'introduction. Si vous êtes dans cette situation-là, vous êtes, avocat français de la CE, le premier réflexe, avec celui peut-être de penser à la protection consulaire, évidemment, c'est de vous constituer un avocat avec lequel vous allez coopérer sur place, étant précisé que les ambassades, en principe, peuvent aussi vous aider, si votre réseau vous permet pas de trouver un confrère de qualité, de vous orienter vers des confrères spécialisés dans la matière qui sera la vôtre, c'est-à-dire le pénal ou le pénal des affaires. Donc, vous allez avoir besoin d'un point de contact sur place, qui va être l'avocat du pays où votre client Gaston, en l'occurrence, est arrêté. Vous allez agir, vous, et vous allez vérifier quelles sont les dispositions nationales, mais aussi internationales, sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour essayer de favoriser l'accès à l'avocat. Alors, toute petite occurrence. Oui, William, tu m'entends? Oui, Catherine. Oui, je suis avec attention tout ce que tu nous dis, mais il y a un vrai problème quand même sur le choix de l'avocat local, parce que dans l'hypothèse qui est décrite par Frédéric Pierucci dans son bouquin, je vous invite tous à lire Le piège américain, c'est le groupe dont il est employé qui désigne un cabinet d'avocats pour le défendre, donc il n'a pas le libre choix de l'avocat, et on apprend au fil des pages que l'avocat qui a été désigné par l'employeur, en fait, il roule pour l'employeur, dans l'intérêt de l'employeur et pas du tout dans l'intérêt de Gaston, entre guillemets. Et donc, ça pose un vrai problème du choix de l'avocat, du financement des honoraires de l'avocat. Et de mon point de vue modeste, c'est un point qu'il faut traiter au moment de la conclusion du contrat de travail et des clauses, parce que c'est plus une hypothèse d'école qu'un cadre qui travaille à l'international se retrouve pris dans une enquête pénale. Quel est ton point de vue là-dessus ? Alors, tu es dans le deuxième niveau de complexité que j'évoquais, c'est-à-dire qu'on bascule sur ce deuxième niveau qui fait qu'il faut réfléchir aussi en termes de conflit potentiel d'intérêts avec la personne morale. Tu as parfaitement raison, dans le choix de l'avocat, vous devez, faire attention à choisir un avocat qui va défendre les intérêts de Gaston. Et vous devez faire attention si l'avocat, mais là on est protégé aussi par nos principes sur le conflit d'intérêts. Vous êtes, chargé de la défense de Gaston, vous ne pouvez pas vous contenter, et puis même, vous ne pouvez pas accepter le choix d'un avocat dont vous auriez des craintes, ou si jamais à un moment ça se produit qu'il y a un problème, vous devez évidemment mettre fin à votre coopération avec cet avocat et en choisir un qui ira dans le sens qui est celui de Gaston. Moi, j'ai eu le cas récemment sur un client à Taïwan qui était un directeur régional important qui, pour revenir aux observations d'ailleurs tout à l'heure qui ont été faites par Guy sur le droit social, avait un contrat de droit taïwanais qui n'était pas un contrat qui était pris avec la maison mère, qui était un grand groupe de luxe français. Pendant un moment, on a pensé qu'on allait pouvoir travailler ensemble, et puis à un moment, on s'est rendu compte qu'en fait, c'est le grand groupe qui avait déclenché les actions pénales à Taïwan pour se laver les mains d'une pratique en disant que c'était cette personne-là qui l'avait mise en place et que c'était en fait un contre-feu pour se couvrir. On n'avait pas encore d'avocat taïwanais qui aurait pu être celui du grand groupe, qui était un gros cabinet américain qui était en place à Taïwan. On en avait déjà pris un autre, ça nous avait évité de changer. Mais sinon, évidemment, on aurait dû changer. Donc, tu as parfaitement raison. Ça, c'est un souci qu'il faut avoir dès le début. Mais parfois, le problème n'est pas déclenché dès le début. On se rend compte que ça n'est que par la suite qu'il y a un problème. Il faut absolument, dans ce cas-là, bien sûr, mettre un terme et puis prendre un autre avocat qui va être indépendant et qui va pouvoir travailler avec nous sur la défense de Gaston. Oui, William, encore une question à 3 points. Il y a le choix de l'avocat, donc prendre un avocat qui est vraiment l'avocat de Gaston et qui n'est pas l'avocat de l'adversaire de Gaston, mais le problème du financement, parce que dans les clauses, les contrats d'assurance pour les dirigeants, il y a très souvent une clause de non-garantie si le dirigeant reconnaît sa culpabilité et est condamné. Or, quand on voit la procédure aux États-Unis et les dangers de refuser de plaider coupable, si on plaide coupable, les compagnies d'assurance disent « Ah, on garantit plus et on ne finance plus ». Donc là aussi, il y a une vraie réflexion à mener dans la nature des contrats qui sont liés entre l'entreprise et les compagnies d'assurance quand il s'agit de défendre ce pauvre Gaston.
Voilà, c'était juste une remarque Absolument. Alors, prospective. il faut absolument ça revient aux discussions et Laure, tu en parlais avant que quelqu'un parte sur un poste, parce qu'il y a aussi des endroits où on sait que les postes sont potentiellement plus à risque. Hein. Les zones à risque, c'est pas que la compliance, hein, c'est aussi les zones à risque de mise en cause des cadres. Il faut essayer de calibrer au mieux avant. Bonne chance aussi parce que ces histoires de reconnaissance de culpabilité, de non-reconnaissance de culpabilité, les cas qui sont très compliqués. Vous pourrez aussi, si ça vous intéresse, aller voir, il y a des jurisprudences de la Chambre sociale, hein, de la Cour de cassation, qui ont retenu la responsabilité de l'employeur. Alors ça va dans le sens de Gaston, qui ont dit, vous devez payer l'avocat pénaliste, y compris dans des situations où le salarié a été pris et comme pénaliste, moi, quand j'ai lu ça, j'y croyais pas. Je demandais à mon assistant, il m'a dit, mais allez voir l'arrêt, c'est pas possible. Voilà, qu'il y avait eu des condamnations ou des poursuites à tout le moins au pénal pour complicité d'abus de biens sociaux et l'employeur avait été condamné à payer l'avocat pénaliste, en effet, du salarié, parce que il était considéré que la faute commise, malgré tout, dans le cadre du travail pénal, pouvait constituer une faute civile pour l'employeur et que donc, voilà, c'est des cas qui sont aussi variés qu'il y aura de situations et en effet, il faut essayer de calibrer les choses au mieux et en ce qui concerne Gaston, évidemment, l'idée, ce serait d'arriver à dire que l'employeur prendra en charge l'intégralité des frais de l'avocat choisi par Gaston, quelle que soit la position, quel que soit le montant des honoraires et quelle que soit sa responsabilité, qu'elle soit détachée ou pas des fonctions, étant précisé que, évidemment, si Gaston, dans le cadre de son travail, a une crise de démence et tue un de ses collègues sur la table voisine de la cantine, ça risque d'être compliqué ensuite de venir faire payer de grosses sommes d'argent à la société, sauf si en effet il a été poussé à la folie par son employeur qui l'a mis dans des conditions de travail tellement insupportables qu'il a pété les plombs. Bon. Donc ça va être difficile de tout programmer, mais si vous arrivez à avoir ça avant que Gaston parte, évidemment il faut le faire. Alors, j'interviens juste pour 2 points. D'abord, Gaston peut être. Tu as eu le cas déjà de quelqu'un qui a fait ça en Chine. Alors j'ai eu le cas de quelqu'un qui avait été accusé par un concurrent forcément le mal intentionné d'avoir effectivement fait des choses très contestables sur la personne de sa voisine. Je rigole, mais j'ai eu au moins 2 ou 3 cas de ce type sur des accusations en effet qui sont liées à des affaires de mœurs et qui, pour ce qui m'en a été dit, n'étaient pas constituées. Mais enfin après, l'employeur dit, oui, mais c'est pas tout à fait. Mais c'est ça le sujet. C'est faut-il appliquer jusqu'au bout la présomption d'innocence et considérer qu'il y a une obligation de l'employeur éventuellement de prendre en charge le financement de l'avocat, quitte à ce que si on s'aperçoit au prononcé de la décision que ça ne relève pas du contrat de travail, il se retourne pour se faire rembourser. Mais il n'est pas totalement exclu que dans certains pays, ces accusations-là s'inventent pour écarter un dirigeant un petit peu têtu. Ça, c'est une première chose. Et puis, le deuxième point que je voulais te soumettre, c'est que il y a Gaston, mais il y a sa famille. Parce qu'à partir du moment où il est menacé, que se passe et qu'il perd son statut de travailleur, puisqu'il est désormais possiblement embastillé, il y a peut-être une responsabilité aussi pour gérer les conséquences pour sa famille. Donc, je te laisse la parole. Voilà, ça après on sort. Voilà, là après on sort du volet pénal. Mais il y a en effet ensuite sans doute une problématique à voir avec l'assurance, prise en charge, etc. de l'employeur vis-à-vis de la situation de la famille. Bon, peut-être, il nous reste quoi, 4 minutes, 7 minutes? Bon, 10, c'est beau. Bon, je vais quand même passer peut-être aux 2 ou 3 autres sujets qui peuvent se poser. Donc, une fois que vous avez trouvé votre avocat, que vous essayez de l'aider au mieux là-bas, que vous coordonnez avec l'employeur ici, admettons que vous avez franchi ces étapes-là et que votre Gaston est emprisonné ou pas et qu'il a un peu l'aide de son consulat si besoin. Première chose qu'il faut que vous regardiez aussi, lorsque vous allez commencer à suivre la procédure pénale au fond pour l'aider sur place, ça va être de regarder, c'est pas toujours le cas mais ça peut l'être, si vous avez des risques de contamination sur d'autres pays. Est-ce que vous avez un risque d'ouverture aussi de difficultés en France du fait que Gaston est français? Il y a en droit pénal français ce qu'on appelle la compétence personnelle. Donc un Français qui commet un certain nombre d'infractions à l'étranger peut être attrait devant des juridictions pénales. Donc ça peut être un problème. Vous avez aussi la possibilité qu'il y ait des infractions qui aient
des éléments qui la constituent qui se soient produits en France, ou alors il y a moins d'extraterritorialité de la loi française qu'il y en a pour la loi américaine, mais enfin on est en train quand même de monter un petit peu en régime, notamment avec Sapin 2. Et donc regardez quand même si éventuellement votre dossier éventuellement transfrontalier de corruption, de blanchiment, d'attribution de je ne sais pas quel marché dans des conditions qui ne correspondent pas aux clauses à Taïwan, mais enfin est-ce qu'éventuellement il n'y aurait pas eu des ventes à destination de la France, ou des ventes qui seraient passées par des intermédiaires français, ou des ventes qui auraient impliqué une filiale française, et que là, il y aurait eu des rétrocommissions, des choses comme ça. Ça peut éventuellement, votre dossier, intéresser le PNF, le Parquet national financier. Peut-être que vous ne le savez pas, mais c'est intéressant que vous posiez ces questions, parce que ça peut éventuellement vous permettre d'anticiper, parce que des fois, vous vous dites « Ah, le monde OSTAN, c'est horrible, mais enfin, finalement, la France, ce serait pire. » Et parfois, ensuite, par des jeux, de l'avoir condamné au monde OSTAN, finalement, pas si mal, et de dire « Ah, bah, vous pouvez pas poursuivre en France pour la même chose, sur des non bis in idem. » Bon, on va pas rentrer dans le détail, c'est complexe, mais enfin, vous pouvez aller voir aussi ces sujets-là. Et dans l'autre sens, parfois aussi, il peut y avoir des demandes de coopération internationale du monde OSTAN qui va dire aux Français « Ah, bah moi, je voudrais que vous alliez voir ces choses-là. » Donc, regardez les outils de coopération internationaux qui existent. S'il y en a, en droit pénal international, de toute façon, le principe est toujours le même. Le droit national français est subsidiaire. C'est comme pour la communauté en matière de mariage, réduite aux acquêts, sauf si vous avez voulu autrement. En droit pénal international, la règle, c'est convention internationale. Donc, quel que soit votre sujet, extradition, coopération judiciaire, donc ce qu'on appelle MLA, Mutual Legal Assistance, que ce soit transfert de condamnés, j'en dirai un petit mot. Premier réflexe, vous allez voir entre le monde OSTAN et la France, ou le pays dans lequel vous êtes et la France, est-ce que vous avez une convention bilatérale? Il n'y en a pas tant que ça, la France en a signé qu'une dizaine ou une quinzaine. Beaucoup de pays n'ont pas de convention bilatérale avec la France parce que c'est couvert par des conventions multilatérales plus générales, Convention européenne des droits de l'homme, Convention européenne d'extradition. Il y a des conventions également d'application générale des Nations Unies sur la corruption, sur le crime organisé. Donc, allez voir les conventions internationales. S'il n'y a rien, vous descendez ensuite sur le niveau du code de procédure pénale qui est là et qui s'applique de façon subsidiaire. Transfèrement des condamnés, j'en disais un petit mot. Donc, vous allez suivre votre dossier, vous allez voir s'il y a des occurrences avec la France. Est-ce que vous pouvez jouer sur un tableau pour essayer d'aider de l'autre côté? Vous pouvez le faire dans les deux sens. Il y a toujours cette gymnastique-là aussi qu'il faut savoir mettre en place quand ça peut être utile. Si votre Gaston se retrouve condamné au monde OSTAN ou dans le pays où il est, vous pouvez avoir intérêt à le faire rapatrier. J'ai été d'ailleurs un peu trop vite. Vous avez deux outils de coopération qui sont applicables sur le transfèrement de condamnés. Il y en a un qui est au sein de l'Union européenne et qui d'ailleurs ne s'appelle plus transfèrement de condamnés uniquement parce qu'il a l'avantage. Donc si Gaston est dans un des pays de l'Union européenne, pensez à cet outil-là. C'est l'outil sur le transfèrement mais aussi sur la reconnaissance des décisions judiciaires pénales. Cet outil permet d'aller au-delà de ce qui se fait sur le transfèrement de condamnés international parce que ça vous permet d'obtenir des rapatriements avant condamnation. Il y a un système au sein de l'Union européenne maintenant, facilité dans sa mise en place parce que ça n'est plus un système qui fonctionne via le canal ministre de la Justice français, ministre de la Justice du pays en dehors de l'Union européenne. Donc là, souvent en plus, il y a un canal d'abord diplomatique, Quai d'Orsay, garde des Sceaux, garde des Sceaux, garde des Sceaux. Enfin, garde des Sceaux, ensuite ça repasse au Quai d'Orsay de l'autre côté. Donc c'est très long. Un rapatriement de quelqu'un qui est condamné au Japon, ça va être long parce que ça va être du garde des Sceaux au garde des Sceaux, donc vous allez avoir un an et demi. Au sein de l'Union européenne, ça va beaucoup plus vite parce qu'il y a cette création d'un nouvel outil juridique qui s'appelle l'émission de certificats et qui vous permet de parquet à parquet directement de faire des demandes avec des process facilités et vous arrivez à obtenir des transfèrements de condamnés pour exécution d'une peine en France pour quelqu'un condamné en Espagne en seulement quelques mois et ça peut être vraiment quelques semaines, en 2-3 mois, maintenant on y arrive assez bien. Le deuxième avantage, je le disais, c'est que vous avez des outils qui vous permettent de mettre en place des contrôles judiciaires européens et des
rapatriement, soit pour faire de la détention en France, mais la plupart du temps, c'est plutôt avec un outil de contrôle judiciaire. Et ça vous permet, on rebondit sur la présomption d'innocence, si vous arrivez à faire éventuellement sortir votre gars au monde en ce temps, pour les familles, des fois, c'est un plus très important, évidemment, sur la base de ces processus de coopération au sein de l'Union européenne, à faire revenir Gaston en attendant que son procès se tienne en Allemagne ou dans un autre pays. Et puis ensuite, il peut retourner là-bas pour être jugé. S'il est condamné, vous pouvez le faire revenir ici pour exécuter sa peine. Donc, pensez bien à ces outils-là. Ils sont utiles une fois que les carottes sont cuites. Et croyez-moi, lorsque quelqu'un a été condamné à une peine de 15 ans, 20 ans, 25 ans au Pakistan ou même aux États-Unis, de revenir purger en France, c'est évidemment quelque chose de très important. Dernière remarque et j'ai fini. Vous avez aussi un outil qui peut sauver la vie de votre client, et j'ai eu le cas, moi, pour quelqu'un qui avait été condamné pourtant en Grande-Bretagne à une peine de 15 années pour une fraude à la TVA, auquel on avait rajouté en Angleterre 10 ans supplémentaires pour le non-paiement de l'amende douanière. Donc, il avait 25 ans à faire. À cette époque-là, les faits n'étaient passibles que d'un maximum de 5 ans en France. Et si dans les conventions de transfèrement, il est quasiment toujours prévu qu'on ne peut pas retoucher à la peine telle qu'elle a été prononcée, parce que sinon, évidemment, ce serait une atteinte à la souveraineté et donc personne ne voudrait jamais renvoyer qui que ce soit pour purger dans son pays d'origine ou le pays dont il a la nationalité. Il y a toujours une clause, un delta, qui permet à la France, lorsque la peine prononcée heurte l'ordre public français, c'est-à-dire correspond à un quantum qui n'est pas possible en droit français, au Pakistan, pour un joint de hashish, vous êtes condamné à mort ou vous pouvez être condamné à perpétuité. De retour en France, la peine maximale pour usage, c'est 1 an. Donc, vous auriez à ce moment-là un process de conversion qui vous permettrait d'obtenir que de 15 ans, et bien, vous passez à 1 an. Et pour ce client, en effet, de 25, il est passé à 5 ans. Dès qu'il est arrivé en France, le tribunal de Bobigny a converti sa peine de 25 à 5. Il avait déjà fait 6,5 en Angleterre. Il est immédiatement sorti et il était évidemment content d'avoir reçu cette aide. William, mille merci. Et en plus, on finit sur une note d'espoir pour Gaston, parce que Gaston a un excellent contrat de travail, il a des avocats de haut niveau. S'il est salement condamné en Mondostan, tu vas le faire rapatrier pour exécuter sa condamnation et il va s'en sortir. Donc, chers amis, chers confrères, j'espère que ça vous a intéressé. Notre but, c'était effectivement les 3 A, alerter, anticiper, agir, ACE, et on espère bien creuser ce sujet qui nous intéresse beaucoup et refaire des séminaires en présentiel dès que nous le pourrons. Voilà, très bonne journée. Et puis, Gaston va sortir à nouveau prochainement pour de nouvelles aventures. À bientôt. Au revoir.